Les coulisses de la crise à Tours Métropole, par Joséphine Kalash, lecture par Nicolas Tavernier, juillet 2021. Après une séquence politique bien dense depuis près d'un mois, ce dimanche 10 juillet avait lieu l'élection du nouveau président de Tours Métropole. Et derrière les apparences d'un processus consensuel visant l'intérêt général, on trouve un résumé de tout ce qui ne va pas dans la vie politique tourangelle. Retour en détail sur les étapes qui ont abouti à l'élection de M. Frédéric Ogis, loin des communiqués de presse calibrés et des sourires de façade. Acte 1. Les prémices. Dès l'élection de Wilfried Schwartz à la tête de Tours Métropole en juillet 2020, agents, syndicats et connaisseurs de la vie politique locale savaient que la question managériale serait très sensible. Pourquoi ? Parce qu'à La Riche, où Schwartz est maire depuis 2014, ça se passe mal, et c'est un secret de polichinelle. Des dizaines et des dizaines de départs d'agents, un turnover impressionnant dans certains services très exposés, la police municipale par exemple, des directeurs qui ne restent que quelques mois, et des rapports très tendus avec les syndicats, sans parler de l'ambiance délétère et de suspicions permanentes. En tout cas, de manière assez prévisible, ces problèmes se sont reproduits à la métropole. Départs, demandes de mutation et arrêts maladie ont vite grimpé en flèche. Petit retour en arrière pour bien comprendre. Alors que la situation laborale se dégradait fortement depuis 2017, à l'automne 2019, un début de tempête s'est abattu sur La Riche, avec la parution d'un article dans la Nouvelle République qui pointait la souffrance au travail de 2 directrices. On apprenait dans cet article que Schwartz avait suspendu la directrice des Solidarités, expulsée de son bureau encadré par 2 policiers municipaux, puis convoqué plus tard en conseil de discipline qui, du reste, finira par totalement la blanchir des accusations qui pesaient sur elle. Toujours dans la presse de l'époque, on parlait d'un management par la peur, d'intimidation, de harcèlement moral, de méthode stalinienne, d'autoritarisme exacerbé, d'absence de concertation, de manque de considération, de mise à l'écart, de violence verbale, de mal-être, de burn-out, de dégradation des conditions de travail, de méthode de gestion répressive, de dénigrement. Schwartz a dû alors sortir les gros moyens, fin 2019. Un dépôt de plainte en diffamation contre le journaliste de la Nouvelle République et les 2 directrices pour se poser en victime, une opération séduction des syndicats et représentants du personnel en autorisant un audit social piloté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et l'infusion discrète dans la presse de l'argumentaire bien rodé sur le supposé hasard de tant de départs de La Riche. Qui de sa promotion, qui de son déménagement, qui de sa reconversion, le tout saupoudré d'un trait classique, les agents sont privilégiés, il y a des résistances quand on veut les mettre au boulot. En tout cas, la tempête passée, Wilfried Schwartz a pu se dédier enfin à ce qui l'intéresse le plus, sa carrière. En effet, il fallait préparer les municipales de 2020 et sentir comment le vent allait tourner pour obtenir un poste plus conforme aux ambitions du jeune trentenaire classé à gauche, bien qu'il ait quitté le PS en 2017. Président de la métropole, ou alors député ou sénateur un peu plus tard, voilà qui semblait être un bon plan. Mais les mauvaises habitudes n'avaient pas vraiment disparu. Il semblerait que l'audit social mené par un cabinet indépendant ait été enterré quelques semaines avant les municipales de l'an dernier et que seule une bien sympathique version expurgée ait été présentée rapidement aux syndicats. Circuler, il n'y a rien à voir donc. Pourtant, les départs d'agents ont continué à La Riche sans même parler des personnes en situation de burn-out qui multipliaient les arrêts, le tout donnant lieu à des alertes syndicales et à la diffusion de tracts qui ont provoqué des colères noires du maire, ce qui s'est fini en mars 2020 par un dépôt de plainte pour diffamation, vol de courrier, abus de pouvoir entravant le droit syndical et la liberté d'expression et le non-respect de l'obligation de neutralité à l'encontre de M. Schwartz au sujet de la disparition de certains tracts et pour des propos tenus par courriel. Toujours est-il que le jeune maire a été réélu triomphalement à La Riche en mars 2020 et qu'il a pris la tête de la métropole dans la foulée en juillet. Quelques mois plus tard, les tensions sont redevenues aiguës et visibles, par exemple en janvier dernier lorsqu'à l'issue d'un conseil, Wilfried Schwartz s'en prend à un policier municipal avec une attitude agressive aussi bien sur le plan physique que verbal, et ce, devant de nombreux témoins, dont des élus. De même, une correspondante de la Nouvelle République qui couvrait les conseils municipaux a été jugée trop peu docile et s'est donc retrouvée en disgrâce, privée d'informations, d'invitations et de communiqués par les services de com dirigés par M. David Chaumin, bientôt promu directeur général adjoint en une ascension fulgurante comme on en voit à La Riche. Parallèlement, les méthodes récurrentes de Schwartz sont arrivées rapidement à la métropole. Premier signe qui avait mis la puce à l'oreille des syndicats, la nomination en tant que directrice générale adjointe de la métropole de Mme Wassila Soum. En effet, cette dernière est loin d'être une inconnue. Ancienne conseillère municipale à Saint-Pierre-des-Corps, directrice des ressources humaines de Nazelles-Négron avant de rejoindre La Riche en 2017 comme DRH et de devenir
lors d'une de ses ascensions typiquement larichoises, directrice générale adjointe DGA, à la suite du départ mouvementé du titulaire. Quelques semaines plus tard, elle cumulera tout cela avec la fonction de directrice générale des services, DGS, après la mise en arrêt maladie du premier cadre de la mairie qui sera à son tour ferrarissime rétrogradé. Toujours est-il que, de l'avis des syndicats, Madame Soum participe pleinement aux dérives managériales à la riche. Elle est d'ailleurs nommée par les 2 directrices ayant témoigné dans la Nouvelle République. Son arrivée à la métropole a donc été perçue comme une menace, d'autant plus que certains s'interrogent sur sa capacité à gérer tous les dossiers entre son poste de DGS à la riche et de DGA à la métropole, sans même parler de son engagement politique auprès de générations qui l'occupent en période électorale. En tout cas, sans surprise, les mêmes causes provoquant les mêmes effets, une collaboratrice proche de la présidence de la métropole commente « Le problème de Schwartz, c'est qu'il ne fait confiance à personne. Quand je dis personne, c'est personne. Il veut tout contrôler lui-même. » Ça peut éventuellement marcher à la riche, mais pas avec un paquebot comme la métropole. Dès qu'un sujet ou un projet lui échappe, parce qu'il n'a pas le temps de suivre ou qu'il ne fait pas confiance à ses vice-présidents, il le déconstruit pour remettre la main dessus, quitte à mettre le projet en danger. Ça a pour conséquence un stop and go permanent, ou plutôt un start and stop. Et cela peut parfois être très violent avec un Schwartz qui lance un dossier et qui dit quelques semaines plus tard « c'est nul, il faut arrêter et tout refaire ». C'est aussi cela qui a épuisé l'exécutif, mais surtout les services, le sentiment de construire et de déconstruire en permanence. Mais le pire, c'est la suspicion permanente qui est donnée par Schwartz de mal faire le travail parce qu'on est contre lui. Son monde est manichéen, il n'y a que des gentils et des méchants, autant dire que les gentils sont peu nombreux. Dans sa tête, tout le monde cherche à le trahir ou lui nuire. Et dans la même journée, vous pouvez passer d'une case à l'autre plusieurs fois. Pour lui, les agents qui ne font pas de politique et qui sont juste là pour faire leur travail, ça n'existe pas, on est avec ou contre lui. Parmi les directeurs de service et les cadres supérieurs, le malaise est palpable, tout comme l'épuisement progressif. Même si, comme le dit un de ses directeurs de service, on est formé pour faire avec des élus caractériels, on a l'habitude des coups de pression et on est résilient, ça fait partie de la culture de la profession. La situation s'est objectivement dégradée toutefois depuis mai dernier. Le choix de Schwartz de se lancer dans la campagne des élections départementales sur le canton Ballon-Miré-Lariche, ça l'a mis dans un état de stress et de surmenage qui l'ont rendu très instable, confie un autre collaborateur. Acte 2, la crise. Les choses se précipitent le 11 juin 2021 avec la crise nerveuse très impressionnante d'une agence du service de la communication qui a retourné son bureau et défoncé une armoire au cours de cet épisode. Elle a bientôt été évacuée par les pompiers dans un état de stress aigu. En fait, tout serait parti d'une colère de Wilfried Schwartz qui, pour punir le maire de Villandry d'avoir laissé Marine Le Pen faire la campagne des régionales dans sa ville, aurait voulu que la communication métropolitaine n'évoque plus Villandry pour ne pas lui faire de la pub, obligeant les agents à refaire tout le travail entamé depuis des semaines, le tout avec la pression de Wassila Soum, en charge de la communication et de l'international en tant que DGA. Dès lors, les rumeurs vont bon train. Alertés, les syndicats s'organisent en intersyndical, mais décident d'attendre l'issue des élections départementales le 27 juin avant de communiquer pour éviter d'être accusés de comploter contre Schwartz et de vouloir influer sur le scrutin. Finalement, l'info fuite. Et quand je me suis rendu sur place le 15 juin, j'ai été reçu par les services des ressources humaines qui m'ont affirmé, visiblement gênés, n'être au courant de rien et que de toute façon ils étaient pris par le devoir de réserve. Cependant, on apprenait quelques jours après que l'élu en charge des ressources humaines, M. Thierry Chailloux, maire de Ballon-Miré, a immédiatement organisé une cellule d'écoute psychologique des agents dont les résultats très inquiétants sont rapidement remontés aux responsables de la métropole, une enquête sous le contrôle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant lancée dans la foulée. Malgré la couverture médiatique et les risques pour son image, la pression de l'entre-deux-tours est telle que quelques jours plus tard, Schwartz perd les pédales. En effet, ce dernier se serait emporté le matin du 23 juin et aurait agressé physiquement son directeur de cabinet qui avait évoqué la problématique du management à la métropole. Le collaborateur malmené a, du reste, déposé plainte le jour même. Quelques jours plus tard, Wilfried Schwartz annonce par courriel à tous les maires sa démission à la tête de la métropole, avançant qu'il préfère être au plus près du terrain et que finalement, au nom de la modernité et de la démocratie, une présidente tournante et collégiale serait plus pertinente. Pas un mot sur les événements du matin, qui seront du reste soulevés en conférence de presse le lendemain où Schwartz, visiblement très fatigué et éprouvé, nie toute violence physique et tout lien avec l'annonce de sa démission. Immédiatement, les plus prolixes dans les médias et les réseaux sociaux sont les ténors de la droite locale. Dès le 23 juin au soir, M. Christophe Boucher, l'ancien maire de Tours, dégaine un communiqué sur Facebook et M. Philippe Briand commande dans les médias les inacceptables dysfonctionnements managériaux.
Du reste, tous espèrent tirer un petit profit politique en rappelant que Schwartz est le candidat de la gauche sur le comptant Lariche-Ballon-Miré et qu'il doit donc renoncer au deuxième tour. Dans la foulée, les représentants syndicaux à la métropole annoncent avoir procédé à un signalement au procureur de la République au sujet de la souffrance au travail pour les agents et les méthodes managériales qualifiées de toxiques. Il semble d'ailleurs que les protagonistes et quelques poids lourds de la métropole aient été rapidement auditionnés. Le 26 au soir, reprenant une habitude assez ancienne, Philippe Briand organise une soirée dans sa propriété, invitant les élus métropolitains de droite. Et c'est une sorte de surprise de voir M. Briand sortir du bois après des mois d'absence, pour cause de préparation de sa défense et du procès dans l'affaire Big Malion, où il est accusé d'usage de faux, abus de confiance, recel d'abus de confiance, complicité de financement illégal de campagne électorale et escroquerie, lors de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Avec un dépassement des frais de campagne de plus de 20 millions d'euros et de drôles de pratiques comme la sous-facturation de certains meetings, dont celui de l'Escale à Saint-Cyr pour ne pas trop exploser les frais, accusation que M. Briand réfute, affirmant n'avoir été au courant de rien. Bref, en tout cas, lors de la soirée du 26, certains témoins qui souhaitent rester anonymes affirment qu'il a été essentiellement question de mettre M. Frédéric Ogis en orbite pour prendre la présidence de la métropole après le départ de Schwartz, de jouer la carte du complot écolo-gauchiste d'Emmanuel Denis qui veut la métropole et de bien faire passer le message de la nécessaire discipline de parti qui est attendue pour la suite des événements. C'est ce dernier point qui semble le plus étonnant et qui ne peut s'expliquer que par la fracture profonde qui existe dans la droite locale et qui tend à s'amplifier ces derniers mois. D'un côté, la droite affairiste, tendance Chirac-Sarkozy, incarnée par le clan Briand, d'où est issu justement Frédéric Ogis, maire de Joué-les-Tours depuis 2014, deuxième plus grande ville d'Indre-et-Loire. Conseiller métropolitain, conseiller régional, en un beau cumul de mandats. Ogis, c'est la droite roublarde et dure, celle tout à fait compatible avec l'extrême droite. C'est la droite des voisins vigilants, c'est la droite qui jouait en 2014 avec le communautarisme dans les quartiers, en agitant des fake news sur la théorie du genre dans les écoles primaires, pour faire le plein de voix. C'est celle qui n'hésite pas à distribuer des tracts la veille d'une élection et qui finit devant le Conseil d'État. C'est aussi la droite des réseaux. La mère de Frédéric Ogis est adjointe à Joué-les-Tours, chargée du troisième âge et des élections. Son épouse a travaillé chez Citia, analyse un bon connaisseur de la vie politique locale. Citia, une des boîtes du groupe Arche, la holding détenue par Philippe Briand, est valorisée à hauteur de 360 millions d'euros, faisant de lui l'homme le plus riche de l'Indre-et-Loire. Et c'est aussi de ce clan qu'est proche Wilfried Schwartz, comme en témoigne la soirée arrosée au temps machine, où une équipe comptant Briand, Schwartz, Ogis, De Oliveira et quelques autres avait brillé par son attitude irrespectueuse, signalée dans la presse. C'est parce qu'il est proche de Briand que Schwartz a eu son soutien en juillet dernier pour devenir président de la métropole. C'est le seul homme classé à gauche qui avait les faveurs de Briand, et c'est comme ça que son nom a vite émergé de la mêlée, sachant qu'à l'époque Emmanuel Denis, par principe, ne voulait pas de la présidence. Schwartz a été une sorte de synthèse qui ne déplaisait pas trop à la gauche et à la droite, mais il faut se souvenir du discours et de l'attitude de Briand le jour de l'élection. Il était clairement le faiseur de roi, poursuit un élu métropolitain. La métropole est donc encore et toujours entre les mains de Philippe Briand. Mania immobilier local, issu des années fric, brocardé pour son amour des femmes en petite tenue lors des inaugurations, et des axes politiques très MEDEF compatibles, illustrés, pour l'anecdote, lors de ses rares apparitions sur les réseaux sociaux, par exemple lorsqu'il prenait la défense de Carlos Ghosn, si injustement détenu au Japon il y a quelques mois. Cependant, difficile de comprendre ce qui motive encore ce notable, parmi les notables, après plus de 30 ans de vie politique locale. Attachement sincère à la métropole et volonté d'y laisser sa trace ? Amour immodéré du pouvoir, préparation de son retour après le scandale Big Malion, ou alors plus prosaïquement la défense de ses intérêts économiques avec une gauche qui contraint depuis des mois les permis de construire, durcit les normes de construction et envisagerait même un encadrement des loyers ? De l'autre côté, il y a la droite conservatrice des notables, celle des petites villes et de la campagne. Elle est incarnée par le clan Pommier, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Pommier, il est hyper habile. Avec lui, c'est vraiment du billard. Il est particulièrement fort pour manipuler les politiques isolées, en tirer profit sans prendre trop de risques. Les premières attaques qui ont fini par emporter Wilfried, elles viennent de lui, c'est clair, commente un élu. Et en effet, si on remonte un peu le temps, il y a une certaine conjonction de faits assez troublante. Déjà en avril, on a appris que M. Sébastien Clément, sans étiquette, se présentait sur le canton Ballon-Miré-la-Riche. Sébastien Clément, c'était un des meilleurs amis de Wilfried. Ils ont passé pas mal de temps ensemble, surtout en soirée, à bien faire la fête. Mais ils se sont brouillés il y a quelques mois. De toute façon, Wilfried finit toujours par se brouiller avec les gens dès qu'il n'en a plus besoin, estime un proche.
Clairement, cette candidature était soutenue par M. Pommier, même si elle avait peu de chances d'aboutir, vu la sociologie du canton. En parallèle, un court édito de la Nouvelle République brocardait avec une virulence bien rare pour ce journal si policé le cumul des mandats de Schwartz. Quelques jours plus tard, c'est M. Benoît Pierre qui prenait la parole à la métropole pour développer le même argumentaire, et c'est enfin dans un tract anonyme distribué le 16 juin dans tout l'Ariche que l'on retrouve toujours et encore les mêmes éléments de langage sur le cumul. Une opération de communication parfaitement menée. Un jeune retraité de la politique analyse « En fait, Briand et Pommier ont commencé ensemble en politique, dans le cabinet d'André-Georges Voisin, un baron local RPR qui a dirigé le conseil général pendant plus de 20 ans. Briand a fait fortune dans l'immobilier, mais Pommier a un peu végété dans les services avant d'entrer à France Télécom et de se bâtir patiemment un fief à Saint-Avertin, puis de prendre la suite de la présidence du conseil départemental du 37 après le décès prématuré de Jean-Yves Couteau en 2016. Et cette élection départementale de 2021, ce sera la première grande victoire en solitaire de Pommier, sans le patronage de qui que ce soit, et ça lui fait pousser des ailes. Toujours est-il que le 27 juin, Wilfried Schwartz remporte haut la main le canton de Lariche-Ballon-Miré, et peut-être quelque peu ragaillardi, ou alors sous l'influence de proches, finalement il n'est plus trop question de démission. On apprendra d'ailleurs, les jours suivants, le départ précipité de Wassila Soum de son poste à la métropole, tout en restant à Lariche. Quelques heures plus tard, ce même jour, on apprenait que le procès en diffamation intenté par Schwartz et Soum contre la Nouvelle République et les deux directrices qui dénonçaient les méthodes managériales à Lariche, qui devait avoir lieu le 1er juillet, était reporté à la fin septembre, sans plus d'explications. Mais on apprenait aussi qu'une plainte pour harcèlement contre eux avait été évaluée comme recevable, avec constitution d'une partie civile et nomination d'un juge d'instruction. Il y aura donc une enquête menée par un magistrat indépendant. Immédiatement, des rumeurs de constitution d'un collectif d'agents qui souhaitent porter plainte à leur tour ont commencé à circuler avec insistance. Le 1er juillet, à 17h30, lors d'une réunion du bureau exécutif de la métropole, la tension est palpable. Il est juste question des délibérations secondaires prévues de longue date et de la protection fonctionnelle de Schwartz, la prise en charge par la collectivité des frais de justice pour les futures procédures. Cela anime largement les débats. Pourtant, ni Schwartz ni Briand ne sont présents, même si leurs voitures sont remarquées devant les locaux de la métropole à 18h30. Quelques participants au bureau exécutif, comme l'influent maire de Chambray, M. Christian Gattard, ou alors Frédéric Ogis, quittent alors la salle pour rejoindre le bureau de M. Schwartz. Dès lors, il devient évident que Schwartz entend convoquer une conférence des maires afin que les vice-présidents de la métropole non-maires, essentiellement des politiques de gauche issus de Tours et donc pro-Denis, soient exclus de la réunion. Emmanuel Denis demande à 19h que les vice-présidents soient conviés, ce qui lui est refusé. Commencent alors les discussions à huis clos au sujet des issues possibles pour gérer la crise Schwartz. À 22h, face au blocage de la situation, une pause est proposée et Philippe Briand sonde individuellement les maires qui se prononcent pour que Schwartz quitte la présidence, mais pas de suite. Vers 23h, le sort est scellé, Schwartz reste président, jusqu'au 15 septembre minimum, mais un directoire restreint de maires viendra mettre de l'huile dans les rouages entre le président et les services pour faire face à la grogne et aux rumeurs de démission collective des directeurs. Un bureau exécutif est donc convoqué le lundi 5 juillet pour entériner officiellement la décision prise. Cependant, cette décision bien tiède provoque immédiatement une réaction de l'intersyndicale qui demande aux élus le courage de défendre le bien-être au travail des agents dans une lettre ouverte transmise aux médias le 4 juillet. Immédiatement, Jean-Gérard Pommier se déclare solidaire des demandes des syndicats, une fois n'est pas coutume, et la situation devient de nouveau intenable pour Schwartz. Pommier est sorti du bois dimanche pour la première fois en étant le seul politique allant dans le sens des syndicats, analyse un vieux briscard issu de la gauche. En faisant cela, il a affaibli la position de Briand, qui travaillait à maintenir Schwartz coûte que coûte. On peut en déduire que Pommier attendait d'être confirmé au département pour continuer ses attaques. Le lendemain, le 5 juillet, un bureau métropolitain était donc convoqué à 8h30, même si en réalité il a débuté à 9h, Wilfried Schwartz étant en retard. Ce dernier donne un discours où il reprend les éléments du 23 juin. Il annonce sa volonté de collégialité, de démocratie, son attachement au dialogue social, son hommage aux agents. Il explique que l'inertie des services est liée à son perfectionnisme et à la volonté de bien maîtriser chaque dossier. Il appelle enfin les élus à faire preuve de retenue, la présomption d'innocence étant au cœur de la République, et il affirme, le ton lyrique, qu'il ne souhaite à personne de voir ainsi son honneur livré aux chiens. Entre alors Philippe Briand dans la salle et il vient s'asseoir, contrairement à son habitude, en face de Schwartz. Selon des témoins, ce dernier, devenu blême, confirme alors sa démission. Quelques heures plus tard, Schwartz retrouve son directeur général adjoint David Chaumin, ainsi que son directeur de cabinet M. Stéphane Delbar à la mairie de Lariche, et ils déjeunent dans une brasserie. Au moment du dessert, David Chaumin poste une photo sur Facebook, publique et donc accessible à tous,
où, sur le ton de la blague, tous trois se moquent de la gifle que Schwartz aurait donnée à son directeur de cabinet de la métropole. Photo vite retirée après les réactions mitigées à ce genre d'humour, et il semble que le poste ait été signalé au procureur de la République. Dans ce contexte, certaines élus de la majorité municipale de l'Ariège décident courageusement de briser le silence et de prendre position. C'est d'abord Mme Sophie Auclair qui quitte son poste, dégoûtée par ce qu'elle a pu voir depuis des mois. C'est ensuite Mme Isabelle Texera, figure politique locale, membre du PCF et de la CGT, et récemment élue conseillère régionale sur la liste de François Bonneau, qui dénonce l'outrance, le mépris et la gestion autoritaire qui accourt à la riche. Le reste de la semaine, les réunions autour de Briand-Ogis et de Denis se sont multipliées avec leur lot de manœuvres, de promesses de vice-présidence, de postes rémunérés et de promesses de voix au sénatorial. À droite, tout le monde est théoriquement derrière Ogis. Et il se murmurait même que quelques conseillers métropolitains de gauche avaient cédé à des avances en échange d'une belle vice-présidence. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça, à commencer par les tensions entre les clans Pommier et Briand qui jouent une autre guerre en toile de fond. D'après une cadre de la métropole, Pommier et Briand se détestent. Pommier s'est toujours tenu et a toujours tenu ses troupes vis-à-vis de Briand, alors qu'aujourd'hui, clairement, il suffirait d'une entente entre Denis et Pommier pour en finir avec l'ère Briand et que Pommier reprenne la main sur la droite. Nous verrons véritablement ce qu'il en est lors de l'élection du président de la métropole, car la droite est majoritaire. Cette même cadre pronostique, si Denis est élu face à Ogis, la seule explication possible, c'est que Pommier aura décidé de mettre le coup de grâce à Briand, Schwartz, Ogis. Que Pommier aille jusqu'au bout et fasse élire Denis, je n'y crois pas. D'autant que pour aller convaincre des maires de droite d'aller voter vert, il lui faudrait un autre argument qu'un « je veux dégager Briand », qui criera plus fort que lui à ce petit jeu. C'est pas un vote social-démocrate qui leur sera demandé. Soutenir d'affreux gauchistes, c'est pas leur truc, tempère une fonctionnaire du département. Et de poursuivre, par contre, la grande inconnue, selon moi, sera l'attitude de l'opposition de droite de Tours, regroupée autour de Bouchet, qui déteste lui aussi Briand et qui fait des appels du pied à Denis depuis des mois pour que les élus de Tours, la plus grosse commune de la métropole, puissent faire porter sa voix et ne pas se faire dépouiller par les petites communes. Déjà que les transferts d'argent et d'agents limitent les marges de manœuvre politique de la ville-centre, on pourrait alors assister à une drôle d'alliance de circonstances. Et en effet, Bouchet et Denis ont passé plus de 2 heures ensemble en fin de matinée, le 8 juillet. Face à cette droite fracturée qui pensait déjà à l'après-Briand, à la suite de sa probable condamnation à une période d'inéligibilité dans l'affaire Big Malion, où en était la gauche ? Forte de sa dynamique électorale, les candidats de gauche sur l'ensemble des 4 cantons de Tours dépassent les 50% de voix alors que la droite LR et LREM peinent à atteindre les 25%, et avec un Emmanuel Denis qui se disait prêt à prendre ses responsabilités alors qu'il avait refusé de se présenter à la présidence de la métropole en juillet dernier pour des questions de principe, la gauche unie était sur le papier en bonne position. Mais la structure même du conseil métropolitain et le poids des petites communes rurales et de leurs maires peu séduits par l'écologie rendent difficile la victoire ou du moins la rendent soumise à d'éventuelles défections à droite. Et cela sans même parler des tensions internes croissantes depuis quelques mois, essentiellement organisées autour de certains politiques en fin de course, espérant prospérer en critiquant l'union de la gauche. Par exemple, quelques écologistes de la vieille école restent tentés par l'aventure solitaire, tel M. François Lafourcade, qui a ainsi fragilisé lors des départementales les accords d'union difficilement construits. De même, M. Alain Daillan, du Parti socialiste, dans la roue de Wilfried Schwartz, qu'il avait nommé à la surprise générale président du Conseil de développement de la métropole, se montre de plus en plus agressif sur les réseaux sociaux, tout en s'appuyant sur les rancunes de certains candidats au départemental qui n'avaient pas reçu l'investiture du PS, comme M. Francis Lévesque ou M. Dominique Lemoine, issus comme Alain Daillan du clan Jean Germain. Certains camarades de parti le soupçonnent d'ailleurs d'envisager de remettre la main sur la Fédé du 37, sur une ligne beaucoup plus centriste, qui s'était dégarnie en 2017 avec les départs vers LREM, d'où sa défense désespérée de Schwartz et ses accusations publiques envers Emmanuel Denis, qualifié de comploteur et de sectaire. Acte 3. Le dénouement. Ce dimanche, 11 juillet à 10h, un conseil métropolitain extraordinaire est donc organisé. On remarque Wassila Soum sur l'estrade des directeurs généraux, même si elle était donnée démissionnaire. Ogis et Denis font un discours de 10 minutes chacun, puis on passe au vote à bulletin secret. À 10h45, c'est réglé. Frédéric Ogis est élu avec 45 voix contre 38 pour Emmanuel Denis et 4 bulletins nuls. Schwartz se lève avec toute la droite pour applaudir. Ogis se précipite immédiatement sur Briand pour une longue accolade, puis il étreint Schwartz. Tout est limpide, c'est le clan Briand qui remporte l'élection. Un poids lourd de la gauche locale commente. Pommier n'a pas eu le courage de se débarrasser de la figure tutélaire de la droite locale, et ses proches, comme Laurent Raymond, obtiennent des beaux postes. Boucher, trop isolé, n'a pas fait basculer le scrutin.
Ogis a été odieux, c'était son moment de gloire, on voyait qu'il jubilait de cette revanche de la droite, surtout lui qui s'est pris une veste au régional sur la liste de Nicolas Forissier. Le risque maintenant, c'est que la droite fasse de l'obstruction systématique pour que nous, à Tours, on ne puisse pas mener à bien nos politiques, et ainsi, ils pourront nous qualifier d'incapables pour tenter de récupérer la ville au municipal de 2026. D'ailleurs, la rumeur d'un Philippe Briand, candidat à Tours, une fois passé son inéligibilité, circule pas mal. À 11h30, on passe à l'élection des vice-présidents. Ogis, triomphant, arbore un ton sec et humiliant, faisant passer un message très clair avec ses choix pour l'exécutif. Briand, malgré le risque d'inéligibilité, reste numéro 3 dans l'organigramme. Wilfried Schwartz obtient, comme si de rien n'était, la vice-présidence aux mobilités pour garder la main sur le tram. Idem pour Christian Gattard, qui conserve les finances, confirmant davantage l'appartenance de ces deux derniers au clan Briand, davantage qu'à la gauche, sans grande surprise du reste. Benoît Pierre, pourtant isolé dans son propre parti, membre de l'opposition de droite à Tours après sa lourde défaite en 2020 et subissant des critiques par les enseignants du Centre d'études supérieures de la Renaissance, qu'il a dirigé, obtient une vice-présidence à l'enseignement supérieur. Monsieur Emmanuel François, le très contesté maire de Saint-Pierre-des-Corps, qui a laissé tomber la ville sous tutelle de la préfecture et dont des adjoints ont démissionné en dénonçant ses méthodes, se retrouve troisième vice-président dans l'ordre protocolaire. Pire, il est en charge des politiques de la ville et du renouvellement urbain, alors qu'il s'est dit publiquement contre la construction de logements sociaux, et il y a quelques jours, lors d'une réunion avec Madame la Préfète à ce sujet. Il a estomaqué certains participants par sa méconnaissance des dossiers. Madame Nathalie Savaton obtient la vice-présidence à la gastronomie, elle qui s'était opposée au plan de régie agricole porté par la gauche pour assurer une nourriture saine et locale dans les cantines. La délégation à la transition citoyenne disparaît corps et biens, idem pour la parité homme-femme dans l'équipe. Enfin, la gauche obtient des miettes avec 3 vice-présidences, les 3 dernières de l'ordre protocolaire, alors qu'elle a remporté l'an passé les municipales dans la commune de Tours qui pèsent pour presque la moitié de la population de la métropole. Choqués par le niveau de cynisme et de violence de la séquence, les élus de la majorité de Tours, Ballon-Miré, Notre-Dame-d'Oé et quelques-uns de Chambray quittent alors la séance. Le lendemain 12 juillet, tous ces élus annoncent démissionner des fonctions exécutives de la métropole pour ne pas participer à ce déni de démocratie selon leur communiqué de presse. Ainsi va la politique à Tours, c'est l'homme le plus riche du département, en pleine procédure judiciaire dans un scandale politico-financier qui a fait le nouveau président et qui a permis à Schwartz, lui aussi pris dans des affaires d'agression et de harcèlement, de garder un joli poste. Parfait.